Vous voulez acheter ou vendre de l'immobilier dans le Grand Montréal, vous êtes sur la bonne chaîne. Aujourd'hui, on vous parle du secteur de Outremont, copropriété unifamiliale. On va regarder comment le marché s'est comporté récemment, comment il est aujourd'hui et à quoi on devrait s'attendre. Mais avant d'embarquer dans le vif du sujet, abonnez-vous à notre chaîne pour avoir toutes les mises à jour. Et si jamais vous voulez vendre ou acheter ou simplement curieux de ce qui se passe dans votre secteur, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description pour prendre rendez-vous en visioconférence. C'est gratuit et sans engagement de votre part. Et maintenant, Outremont. Alors, avant de passer au graphique, juste quelques chiffres pour mettre Outremont en contexte dans le marché immobilier du Grand Montréal. On voit qu'au niveau de la copropriété 2025 au complet, donc les 6 premiers mois de l'année, par rapport à 2024 au complet, donc 2 moyennes annuelles, on voit qu'Outremont a sous-performé Montréal un petit peu. Mais on en parlera tantôt, il y a eu des performances qui ont été un petit peu décalées dans certains secteurs là, qui justifient un peu ce mouvement-là. Et quand on regarde par rapport à des quartiers spécifiques, dans ce cas-ci, Villeray, Plateau, Griffintown, ben, on voit que Outremont, qui est à 3,4 de performance, a dépassé légèrement Villeray, qui est quand même assez surprenant parce que Villeray était un des quartiers avec la plus forte croissance jusqu'à tout récemment. Le Plateau, 3,6, c'est similaire. Et Griffintown, on le verra probablement dans une autre capsule, il y a une augmentation assez importante de l'inventaire qui s'est faite, donc qui a un peu stabilisé le marché en ce moment. Donc, on a une surperformance à Outremont par rapport à Griffintown. En passant, si jamais il y a des secteurs qui vous intéressent spécifiquement, n'hésitez pas à les mettre en commentaire sous la vidéo et on fera une capsule spécifiquement pour vous. Alors, on voit ici une statistique super importante, c'est l'inventaire de copropriété à Outremont par rapport à celle de Montréal. Alors, là, juste pour pas penser, il n'y a pas 100 inscriptions. Ce qu'on a fait, c'est un index pour pouvoir comparer, parce qu'évidemment, à Montréal, vous avez 4000 propriétés sur le marché, puis à Outremont, vous en avez toujours à peu près une centaine. Donc, pour comparer la progression relative des deux, on est parti de 100 en 2015, puis on a évolué à partir de ce moment-là. Alors, évidemment, Outremont, vous voyez qu'au début, pendant plusieurs années, ça s'est suivi de très près. Et tout de suite après la pandémie, ben là, ça a commencé à se séparer. Quand les taux d'intérêt ont commencé à monter, on a vu l'inventaire, proportionnellement par rapport à l'ensemble du marché de la copropriété à Montréal, a augmenté beaucoup plus vite à Outremont. Et puis ça, c'est un peu normal parce que c'est tout le luxe qui a souffert un petit peu. Quand les taux d'intérêt ont augmenté, les gens qui cherchaient une première maison ont toujours été assez actifs dans le marché. Par contre, les gens qui voulaient peut-être migrer vers du luxe ont décidé évidemment, les taux de financement étaient élevés, tout ça, de se retirer un peu du marché, puis ça a causé une augmentation assez substantielle de l'inventaire. Alors, chose qui est intéressante en ce moment, c'est qu'on regarde d'autres secteurs comme Griffintown, LDC en ce moment, où l'inventaire a continué à monter. À Outremont, tout récemment, on a eu une légère contraction de l'inventaire, ce qui pourrait venir d'ailleurs supporter les prix. Donc, tandis qu'à Montréal, ben, c'est l'effet inverse qu'on a eu. On a eu une augmentation. Là, de Montréal, on est sur le plus haut inventaire qu'on a eu d'immobilier depuis 2019. Donc, quand même, c'était quand même des bons marchés là, de 2016 à 2019, mais quand même, on voit que la tendance va vers une hausse de l'inventaire. Évidemment, ça, c'est quand même positif parce que si les gens qui sont à la recherche d'immobilier, de copropriété unifamiliale, peu importe, ont été sous pression depuis plusieurs années. Il y avait un resserrement incroyable puis d'inventaire et puis les gens étaient obligés de faire des fois des compromis qui n'avaient pas d'allure là puis qui finissent par coûter très cher parce qu'on est obligé de revendre au bout de 5 ans si on n'est pas satisfait. Et ça, et maintenant, avec une augmentation de l'inventaire, on se retrouve vraiment avec du choix. Là, je vous donne un indice de prix. Donc, là, encore une fois, je ne peux pas comparer le prix moyen d'Outremont et celui de Montréal sur le même graphique parce qu'on aurait deux barres qui sont quand même assez distinctes. Là. À Montréal, on est autour de 400 000, puis Outremont, on est autour de 700 000. Mais on a parti un indice. On a parti, autrement dit, du même prix 2015, puis on a regardé les fluctuations en pourcentage. Alors, excusez les espèces de grands mouvements. Comme Outremont n'est pas un marché très grand en termes de nombre de transactions. Il suffit des fois qu'il y ait une ou deux copropriétés, mettons, très chères qui se vendent dans un mois et automatiquement, la statistique va monter. Mais essayez de lire une ligne médiane dans le milieu de tout ça, puis là, vous comprendrez un petit peu les mouvements. Alors, on voit la progression de 2015 et même pendant la pandémie, là, 2022-2023, on voit que ça suit pas mal les tendances du Grand Montréal. La seule différence, la divergence qu'on a commencé à voir,
c'est à peu près arrivé en 2024. Et encore une fois, c'est le luxe qui souffrait. Puis Outremont, échappe pas à ça parce que c'est clairement un quartier de luxe. On voit qu'il y a eu commencé à avoir une légère pression à la baisse sur les prix pendant que les prix moyens du Grand Montréal ont continué à très bien faire puis à chercher des prix records. Maintenant, vous avez vu tantôt, on avait vu Outremont avait commencé à fléchir au niveau d'inventaire. Et en même temps, là, on voit peut-être encore une de ces aberrations statistiques, mais si on même regarde le deuxième mois ici, on voit une hausse. Puis là, les statistiques de juillet ne sont pas sorties encore, mais ça semble monter vers une relève au niveau des prix. Donc, ce qu'on commence à voir, c'est un phénomène, on va le regarder dans la ligne familiale tantôt, ce qu'on commence à voir de plus en plus, c'est le luxe qui avait souffert pendant un bout de temps à cause des taux d'intérêt élevés, d'incertitudes économiques. Mais là, dans certains secteurs, on commence à voir le luxe se relever. Et de façon générale, la propriété moins chère, elle a continué à monter très, très rapidement. Donc, l'écart, donc c'est quelqu'un a des situations financières qui s'améliorent, qui va bien, puis tout ça, il pensait peut-être acheter sur un condo avec un meilleur emplacement, comme venir vers Outremont, ou une plus grande propriété, puis tout ça, l'écart entre vendre une propriété moins chère et une propriété plus chère n'a jamais été aussi serré. Donc, il y a une opportunité dans le marché en ce moment qui se fait, puis on les voit souvent quand il y a des changements de tendance, ces opportunités-là. Alors, pour passer aux unifamiliales maintenant, même chose, je voulais situer Outremont, les unifamiliales par rapport à ceux du Grand Montréal. Le Grand Montréal, on va le voir tantôt, ça va très, très bien la performance. Surprenant, vous auriez juste à regarder cette donnée-là, on a l'impression que Outremont fait beaucoup mieux. En fait, c'est un ajustement. Outremont a moins bien fait dans les dernières années, beaucoup moins. Puis là, ça revient un petit peu à ce qu'on a vu tantôt que la copropriété. Hop, l'unifamiliale se réveille puis commence à mieux aller. Alors, je reviens encore avec mon concept de changement de tendance qui semble s'exécuter présentement sur le marché. Chose intéressante, quand on regarde à la municipalité voisine, qui est un peu une ville jumelle de l'arrondissement d'Outremont, parce que au niveau du genre de bâti, puis tout ça, au niveau des unifamiliales, ça se ressemble beaucoup. Outremont, on a vu un début de correction. Ville-Montréal est encore complètement inchangé par rapport à l'an dernier. Puis j'ai juste, parce que souvent, même Ville-Montréal ressemble beaucoup à Saint-Lambert, encore une fois, au niveau de l'architecture puis du bâti, des années de construction et tout, mais j'ai voulu inclure Saint-Lambert juste pour démontrer, d'ailleurs, ceux parmi vous qui ont vu la vidéo sur le Grand Montréal, on fait état du 450, c'est la rive sud, la rive nord, qui performe très bien au niveau de la croissance des prix. Vous le voyez là, dans le fond, un secteur qui est très, très similaire à Mont-Royal et à Outremont, lui est à hausse de 14,3 %. Alors, il y a à Montréal en ce moment, le Grand Montréal, c'est vraiment deux marchés. Vous avez les deux rives, puis vous avez l'île de Montréal. C'est deux mondes complètement séparés. Mais encore une fois, quelqu'un qui est à Saint-Lambert, qui pense peut-être à revenir à Outremont, à Mont-Royal, lui, il vient de faire une très grosse performance cette année, puis il pourrait acheter quelque chose qui n'a pas bougé encore. Donc, il y a peut-être une opportunité dans le marché en ce moment. Je vous montre le même graphique que je vous ai montré tantôt. Et en passant, ces graphiques-là, si jamais vous êtes intéressé à les recevoir avec une analyse aussi, ça va nous faire plaisir de vous les envoyer. Dans la description, vous allez avoir un lien où simplement donner votre courriel, puis on va vous envoyer les documents au complet avec un peu plus de documents explicatifs. Alors, pour revenir au graphique, c'est le même qu'on a parlé initialement quand on regardait la copropriété. C'est l'inventaire, c'est essentiellement le même pattern. Montréal, on commence à augmenter tranquillement et Outremont, on s'en va vers un resserrement de l'inventaire. Ce qui explique là, que Outremont commence à bien faire. Là. Oups, attendez, je vais juste changer. Là. Voilà. Au niveau des prix, exactement la même chose. C'est encore un peu plus clair à l'œil. On voit, là, si vous imaginez une médiane qui passe à travers le secteur rouge, on voit Outremont qui a commencé à fléchir. Puis ça, c'est vrai de Mont-Royal, Westmount, Hampstead, tous les secteurs de luxe de l'île de Montréal ont souffert. Le luxe, c'est du luxe. Personne n'est obligé de l'acheter. Puis quand il y a eu les taux d'intérêt élevés qui pouvaient peut-être on parlait à un moment donné de possibilité de récession, puis là, il y a eu toute l'histoire avec les États-Unis, puis les tarifs, puis tout ça. Alors, l'incertitude dans le marché, les gens se sont retirés un petit peu, les acheteurs du marché du luxe, et on voit que ça a eu un impact sur les prix. Là, on voit pas beaucoup de revirements, on le voit un petit peu, là, le marché a recommencé à virer peut-être,
Ça va être intéressant de voir ce qui va se passer, mais à un moment donné, le luxe va falloir qu'il s'ajuste par rapport à la propriété moins chère, parce qu'à un moment donné, quand l'écart commence à être trop serré, ben, il y a juste des gens qui vont simplement dire, ben, je vais m'étirer un petit peu plus pour aller chercher nettement plus gros ou situé plus central. Puis un autre phénomène qui va être à surveiller, évidemment, on ne l'a pas en graphique ici, mais c'est peut-être un retour potentiel vers le travail en entreprise. Parce qu'on a vu énormément de mouvements vers les deux rives à partir de la pandémie, justement à cause que tout d'un coup, les entreprises ont permis aux gens de travailler 3, 4, 5 jours à domicile. Là, on les ramène dans les entreprises. Fait que là, ça va être peut-être compliqué pour les gens qui ont fait un choix récent, mais peut-être que ça va influencer les choix futurs. Puis là, les gens vont peut-être revenir vers la ville, et ce qui explique peut-être cet écart-là. On pense vraiment, là, je me répète, mais qu'il y a une opportunité qui s'en vient. Alors, ce graphique-là est peut-être un petit peu plus compliqué, je vais vous l'expliquer. C'est une statistique que j'utilise, qu'on utilise fréquemment pour essayer de voir l'équilibre de marché. Et c'est, en fond, c'est le nombre de mois d'inventaire. Donc, pour bien le comprendre, c'est quand on dit 6 mois d'inventaire, ce qu'on veut dire, c'est que si jamais il n'y avait plus de nouvelles inscriptions qui arrivaient dans le marché, mais que le nombre de ventes qu'on a eu ce mois-ci se poursuit à chaque mois, combien de mois ça prendrait pour qu'on vide complètement l'inventaire de propriétés à vendre? Donc, évidemment, c'est une situation qui ne se produira pas, mais ça permet de regarder l'inventaire de propriété en relation avec l'activité, la demande. C'est un bel outil de santé du marché quand on regarde les chiffres. Et de façon un peu empirique, les gens, les intervenants du milieu utilisent le chiffre de 6 mois comme étant un marché qui est à l'équilibre. Alors là, le graphique en rouge que vous voyez, c'est Outremont. Le graphique en jaunâtre vert qui est là, c'est le marché de l'unifamilial de Montréal. Et le bleu, c'est les condos d'Outremont. Alors, les condos à Montréal, pardon. Alors, ce qu'on voit dans le fond, c'est que et Outremont et le marché des condos ont récemment convergé. Il n'y avait pas de la même chose, là. Montréal avait resserré un peu plus, puis Outremont arrive d'un marché qui était plus un marché d'acheteurs, mais on voit qu'il y a une convergence des marchés. Puis là, on est à 6 mois d'inventaire dans les deux cas. Ce que ça veut dire, normalement, c'est qu'on a un marché équilibré. À 6 mois d'inventaire, normalement, les vendeurs, si leur pricing de propriété est bien fait, devraient être capables de vendre dans des délais raisonnables. Et un acheteur, normalement, a quand même assez de choix pour être capable de trouver quelque chose qui respecte la grande majorité de ses critères. Quand, par contre, comme on voit les unifamiliales à Montréal, on est près autour de 4 mois d'inventaire, là, ça commence à être compliqué pour les acheteurs. Puis en bas de 4 mois, on voit que pendant 2020 à 2023, la pandémie, on roulait à peu près à 2 mois d'inventaire. Ben là, c'est la catastrophe. Tout le monde l'a su, là, pendant la pandémie, c'était très, très difficile de trouver quelque chose sans faire des compromis énormes, sans payer très cher, puis tout ça. Donc, à 2 mois d'inventaire, vous comprendrez qu'on est coincé comme acheteur. À 4 mois d'inventaire, c'est juste un peu fâchant. On est obligé de faire des compromis. On est capable d'acheter, mais puis le compromis en immobilier, là, il y aura des capsules là-dessus dans la chaîne plus tard. C'est quelque chose auquel il faut faire attention parce que souvent, ça va vouloir dire racheter une propriété trop tôt, trop vite, puis il y a des coûts de transaction, tout ça coûte très cher. On veut éviter ça. Mais la bonne nouvelle, la copropriété unifamiliale à Outremont et la copropriété dans le Grand Montréal sont maintenant à l'équilibre, ce qui veut dire que c'est probablement un bon moment pour les acheteurs et pour les vendeurs. Puis ça, là, qu'on a eu les deux dans une situation relativement confortable, ça fait très longtemps. Les gens qui cherchent des unifamiliales à Montréal, c'est un petit peu plus challengeant. Alors, pour conclure, pour Outremont, on est dans un marché qui est à l'équilibre, mais qui représente peut-être une opportunité d'achat pour le moment parce que, comme je vous expliquais tantôt, l'écart entre une propriété moins chère et une propriété de luxe s'est resserré énormément, et l'écart entre une propriété, puis je ne voulais pas montrer dans ce graphique-là, mais on a un document là-dessus, si ça vous intéresse, simplement le demander. L'écart entre le luxe à Montréal et des grandes propriétés, soit la Rive-Sud ou la Rive-Nord, ça aussi, ça s'est resserré énormément. Depuis 10 ans, ça n'a jamais été aussi peu cher en dollars constants dans le fond, upgrader vers le centre de Montréal. Donc, il y a probablement une opportunité de marché. Si jamais vous voulez en discuter, vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas. Le lien est dans la description. Simplement prendre rendez-vous, visioconférence, 1 demi-heure. C'est toujours gratuit, sans engagement de votre part. Et ça va nous faire plaisir de vous parler.